L'artiste qui soumet pour de longs mois son corps et ses pensées au rythme des océans, qui accepte la discipline physique et intellectuelle d'un balancement éternel, qui subit l'alternance du temps fort et du temps faible des vagues, n'a pas tout à fait le même idéal musical que les terriens. Les mélodies qu'il trouve sont plus longues, plus calmes, plus soutenues. La perspective de ses plans est plus vaste. La notion d'immensité et d'éternité le domine et l'obsède. Avant tout, la musique est pour moi intériorité. Le son est la partie superficielle, sensible, par laquelle nous plongeons au fond de nous-mêmes. Si l'on ne s'attache qu'à la sonorité même du son, on ne peut donc avoir de la musique qu'une impression dénuée de consistance. Le but final d'une œuvre d'art n'est pas d'agir sur nos sens, mais en agissant sur eux, de transmettre à notre âme le reflet du rayon de l'au-delà qui a frappé l'âme de l'artiste créateur. 22 mai 1879. Le petit Jean naît à Brest. Il est le 6e d'une famille de 7 enfants. Toute sa jeunesse s'écoule dans ce port où l'on ne vit que pour et par la mer. Mais le milieu où il grandit avait aussi d'autres aspirations. Ses parents aimaient profondément la musique et transmirent cette passion à leurs enfants. Sa vie fut un mélange harmonieux entre son amour pour la mer et le besoin impérieux d'écrire ce que lui dictait son inspiration, la musique devenue le pur reflet de son âme. Après avoir tenté plusieurs fois l'entrée à l'école navale de Brest, il y entre finalement à 17 ans, et c'est le début d'une carrière qu'il ne devait jamais abandonner. Sur l'Iphigénie, c'est l'Amérique, les Antilles, le Sénégal. Voyage aux saveurs tropicales. Sur le Brenu, c'est l'Orient. D'autres campagnes le conduisirent dans les mers gelées de la Norvège et de l'Islande. Au retour de ces voyages, ce fut comme un flot qui déborde. Il écrivit de nombreuses pièces pour musique de chambre, la forme qu'il appréciait le plus. Sa carrière musicale fut bouleversée quand, à 21 ans, il fit la connaissance d'Henri Duparc, qui l'a profondément éclairé sur la manière d'aborder les œuvres des grands génies. Au fil du temps, un lien inséparable unit les deux musiciens, au point que Duparc l'appela plus tard « le fils de mon âme ». Aussi, il pourra dire sur lui « À ce point de vue, Kra a travaillé avec la plus grande intelligence. C'est certainement le garçon le mieux doué que j'ai jamais rencontré, et il s'est fait de son art l'idéal le plus élevé. C'est une belle nature, pour qui la musique n'est pas seulement une affaire de coloris, mais aussi et surtout une génératrice d'émotions, une véritable langue dans laquelle il est donné à quelques âmes de se montrer elles-mêmes et de s'exprimer mieux que par la parole. » Au retour de ses campagnes dans le Nord, il se marie à une excellente musicienne qui sera la femme qu'il avait rêvée dans sa jeunesse. J'ai retrouvé un portrait que je m'étais tracé autrefois de celle que je rêvais d'épouser. Le voici. L'homme n'étant qu'une moitié d'être que la femme doit compléter, ma femme devra me comprendre et me compléter en tout. Mon âme étant depuis que je me connais violemment attirée par la musique, son âme devra avant tout être essentiellement musicale. Cette manière de sentir profondément la musique ne pourra se rencontrer que chez un être ayant souffert de la vie, que les épreuves auront anobli. Je voudrais également qu'elle puisse partager tous mes enthousiasmes passés ou à venir. Qu'un beau rêve, un beau tableau fasse vibrer son cœur en même temps que le mien. Blonde, brune,
grande ou petite, peu importe, mais que son visage franc et ouvert soit le fidèle reflet de son âme. Une année après leur mariage, le foyer s'illumine peu à peu de visages d'enfants. Et c'est une autre cause de joie pour Jancras, mais aussi un motif de douleur, car son métier lui impose de cruelles séparations. Maintenant professeur en architecture navale à l'école de Brest, ses heures au foyer sont rigoureusement comptées. Il travaille alors avec ardeur à toutes les questions concernant la navigation. D'ailleurs, il invente même une règle pour s'orienter en mer qui deviendra d'usage courant dans les années qui suivirent. Mais la guerre éclate alors qu'il a 35 ans. Il est alors réquisitionné auprès de l'amiral Ronard, où il se verra assigné à la rédaction d'une tactique de torpilleur. De fait, au plus fort de la guerre, il ne pourra jamais accepter la folie des hommes à laquelle il lui faut participer activement. Comme c'est barbare la guerre. Quand je pense au nombre d'intelligences qui travaillent depuis des siècles pour obtenir la destruction, il faut vraiment être habitué pour ne pas trouver cela phénoménal. L'homme est vraiment un être bien inférieur dans l'échelle des êtres pour que la guerre, l'horrible guerre, soit sur terre une nécessité. Que penser de nous, du rang que nous occupons dans la création devant ce spectacle de boucherie, de tuerie qui a toute l'Europe pour scène? Non, l'homme n'est pas le roi de la création. En 1916, il prend alors le commandement du commandant Bory, un contre-torpilleur en mission dans l'Adriatique, dans le but de bloquer les sous-marins autrichiens. Ses heures sur terre sont de plus en plus éparses. L'éloignement et la distance renouvellent un crève-cœur à chaque fête familiale. Il écrit d'ailleurs, le 10 mars 1918, « J'ai assisté rétrospectivement par la pensée à la fête de Colette. Encore une fête que je manque. Tu ne peux te figurer combien chaque fois je me sens une tristesse au cœur, car ces fêtes sont comme les jalons d'une vie heureuse au foyer où je ne suis plus. Papa, c'est celui qui arrive en coup de vent, de loin en loin. Vite, qu'on lui raconte tout ce qui s'est passé pendant son absence et que les lettres n'ont su dire. Vite, vite, car voici qu'il repart déjà. Le train siffle et l'on retombe dans la nuit de la solitude. Mais je ne veux pas m'attendrir sur mon sort. Combien sont plus malheureux encore. » Malgré ces cruelles séparations, il ne sera pas moins donné dans son devoir de capitaine. De sa valeur d'officier, la citation qui lui est décernée porte témoignage. Magnifique exemple d'ardeur et d'entrain. Commande son bâtiment de la façon la plus brillante. S'est distingué à maintes reprises dans des combats contre les sous-marins, notamment le 8 mai 1917, où selon toute probabilité, il a causé la perte de son adversaire. De même, quelques mois auparavant, il reçut la médaille de sauvetage. C'est d'ailleurs dans cette périlleuse action qu'il se cassa la jambe et laisse échapper un cri de lassitude et de détresse à sa femme. J'apparais donc demain matin. Je commence heureusement à pouvoir m'appuyer davantage sur ma jambe droite. Mais quelle lassitude! J'ai été d'un triste toute cet après-midi et tout ce soir. Triste et lasse et peut-être encore plus, ce qui est plus grave. Car la tristesse ne chasse pas le courage, tandis que la lassitude appelle le découragement. Allons, marche, il n'y a pas de fatigue qui tienne et encore moins de fatigue morale. La fatigue morale est une honte. Il faut marcher. Une fois en route d'ailleurs, c'est moins dur. Partons de t'écrire ainsi. Demain matin, je devrais déchirer cette lettre. Je devrais la déchirer tout de suite et la jeter au feu. La guerre ne tarit en aucun cas son inspiration, puisqu'il trouve le moyen d'achever la partition d'orchestration de Polyphème. Non pas en mer, bien sûr, mais en profitant du court repos au port. C'est l'œuvre qu'il considère comme la pièce maîtresse de sa vie. Quand la guerre fut terminée, Jancras fut promu capitaine de corvette, puis capitaine de frégate. Bref, sa carrière de marin ne cessa d'être un succès. À 43 ans, il fut admis au centre des hautes études navales
et fut nommé capitaine de vaisseau à 44 ans, le plus jeune de son grade. Mais il ira longtemps se trouver écartelé entre le métier de marin, l'amour du foyer et la musique. Car au milieu de toutes ces épreuves, les conflits entre les vocations si exigeantes et si multiples, si Jancras a réussi à tenir jusqu'au bout, c'est à coup sûr grâce à la foi tenace qui était la sienne, une foi de breton, chevillée à son âme certes, mais réfléchie et raisonnée. J'ai acheté le livre de Tagore, qui pourrait avoir été écrit en entier par un mystique chrétien. Il y a dans tout ce livre une soif de Dieu tout à fait impressionnante. Et cette similitude parfaite entre le Dieu de cet Indien et notre Dieu chrétien, loin de me troubler, loin de me faire répéter ce que j'ai si souvent entendu dire, pourquoi avez-vous la prétention de détenir la vraie religion, alors que des millions d'individus en ont d'autres, ne fait que renforcer au contraire ma foi chrétienne et l'inonder d'une lumière nouvelle. Il n'y a pas de Dieu indien et de Dieu chrétien. Il y a Dieu que tout homme peut sentir en lui s'il s'y laisse prêter. Dieu parle aux Indiens comme il parle à notre âme, et la preuve la plus éclatante de son existence est justement dans l'analogie parfaite des moulements qu'il fait naître dans tous les êtres. Comme par pressentiment de sa mort prochaine, il écrit la musique et les paroles des 3 chansons bretonnes, la rencontre, l'aveu et la mort. Et c'est à l'hôpital maritime de Brest qu'en 3 jours, une maladie foudroyante l'enlève à l'âge de 53 ans. En 1906, il écrivait déjà à sa femme en se projetant à l'heure de sa mort. Je tressaille d'émotion quand je te vois sentir, comme je le sens moi-même, notre art chéri, cette musique qui nous fait entrevoir les joies de l'au-delà. Car le bonheur que nous goûterons ensemble dans le ciel sera un bonheur musical, un bonheur inexprimable pour lequel il n'y a pas de mots. Ah, que j'aurais souffert et que je suis heureux de te sentir aussi profondément musicienne. Ainsi nos 2 âmes pourront se pénétrer plus que cela n'est possible à tout autre. Jancras fut un homme complet, un artiste, un marin, un savant. Franchise et sensibilité, tel était l'homme, telle fut sa musique.